Et tout ça en se disant, moi j'y suis pour rien, moi. On est toujours dans une stratégie. Le fauteur de guerre se met toujours dans une position où on peut jamais lui reprocher d'être à l'origine de la stratégie qui a déclenché l'embrasement. On s'entend plus ici. Hein. Je suis entouré de chevaux. Voilà. Vous voyez que ce que je dis est juste. Les animaux, ils savent. Ils m'ont entendu parler et ils sont en train de me dire, tu vois, Mimiche, t'as tout compris. Il n'y a pas besoin de parler, écoutez la nature. Vous avez vu? Ils sont tous les trois là, autour de moi. Ils me disent, ce que tu viens de dire, c'est super, Mimiche. Alors j'espère que vous aurez l'intelligence d'un cheval. À l'heure où les destructions redoublent d'intensité, destruction des hommes, destruction du matériel aux portes de l'Europe, je vais essayer de produire une pensée qui soit constructive et qui permette d'avoir une vision singulière sur les événements qui se produisent, pas seulement aujourd'hui, pas seulement aux portes de l'Europe, mais depuis la révolution néolithique et au niveau de la planète tout entière. Pourquoi le sang coule? Pourquoi le vivant souffre? Je vais essayer de prendre de la hauteur, prendre de la distance, m'appuyer sur une culture du temps long et des concepts pour ne pas faire une énième vidéo comme on les trouve ici ou là, où chacun y récite son petit couplet narcissique en fonction de ses perceptions personnelle, elle-même issue du médiatisme dans lequel nous baignons tous depuis notre naissance. Médiatisme de l'école qui s'intercale entre la réalité et notre pensée, médiatisme audiovisuel, la presse audiovisuelle ou écrite s'intercale entre la réalité et votre cerveau et vous fait analyser, tirer des conclusions sur des événements dont vous n'êtes ni témoin ni victime la plupart du temps. Et tout ça ne mène à rien, qu'à de la compréhension et de la division entre esclaves. Et c'est bien le but du médiatisme et de l'école, c'est de créer de l'incompréhension. L'école génère de l'incompréhension, c'est sa mission. Elle n'est pas en défaut technique ou de compétences de ses acteurs, elle est en parfaite maîtrise de ces outils et elle accomplit parfaitement sa mission de déstructuration de votre façon de penser. Et le médiatisme accomplit également parfaitement, il n'y a pas de défaut d'incompétence du journaliste, il accomplit parfaitement sa mission de désinformation. Le capital domine par le mensonge. Souvenez-vous de votre premier mensonge quand vous étiez enfant, c'est toujours pour défendre un capital. C'est mon jouet. Non, non, papa, il me l'a offert à moi. Non, pas à toi, c'était à moi. Non, c'est pas vrai. Papa, il a dit, voilà, j'achète un jouet, mes enfants, profitez-en. Donc, vous mentez depuis toujours, dès lors que vous prenez conscience qu'il y a un capital à défendre. Donc, le capitalisme, c'est du mensonge par essence. Nous mentons tous pour défendre notre capital. Et comme le capital nous fait vivre, que c'est la valeur d'échange qui nous fait vivre, le mensonge est tellement consubstantiel de notre moyen de survie que nous en avons fait une naturalité. Et c'est pour ça que la plupart des gens pensent que le capitalisme est éternel, parce que c'est ce qui vous fait vivre. C'est l'incrément de valeur que produit votre travail qui vous permet de remplir votre caddie. Et donc c'est tellement... la valeur d'échange est nourricière, et donc elle se substitue à la nature, et vous en faites une naturalité. Alors qu'avant que la révolution néolithique ne se produise, c'était la nature directement, ce qui jaillit de la terre avec l'eau et le soleil, qui vous nourrissait, qui nourrit le règne animal, et la naturalité nous permettait de renouveler nos vies, et la nature est éternelle. Elle est éternelle. Le jaillissement du capital qui nous fait vivre, c'est une chicane dans l'histoire du monde qui va s'abolir avec la baisse tendancielle du taux de profit, et c'est juste un épiphénomène.
hein, sur 1 million d'années où le vivant s'est développé, ou 1 milliard d'années où le vivant s'est développé, et 1 million d'années l'homme s'est développé et nourri directement par la nature, hein. Le capital, c'est 2000 ans, 3000 ans, hein, ou même 5000 ans, hein. Donc en fait, ramener à l'échelle du vivant nourri par la nature, la période où nous sommes nourris par la valeur d'échange, c'est minuit moins 1 minute, hein. Tout le reste de la journée, les 24 premières heures de la journée, c'était l'immanence de la nature qui nous nourrissait. Pourquoi ce liminaire un peu long? C'est pour vous mettre dans l'ambiance et déjà abolir tout un tas de certitudes qui échafaudent votre pensée. Un pays, au sens, je dirais, ancien du terme, un pays, c'est un village. C'est-à-dire que c'était un concept, un mot qui disait le lien indéfectible, naturel, entre la terre qui nourrit et les hommes qui vivent là. Le village, c'était le pays, hein. Oh, il est joli ce pays. Moi, je viens d'un petit pays coincé dans les Vosges. Pays, c'était une relation humaine, à l'échelle d'un village, avec une épaisseur de terroir, hein. Voilà. Aujourd'hui, le mot pays est amalgamé avec le concept de nation, sauf que la nation a détruit tous les pays, hein. Les pays avaient des costumes, des langues, des traditions, des cultures, des fromages, etc. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, dans quelle que soit la ville de France, vous avez la même offre alimentaire. Nous sommes dans une pauvreté infinie. Donc, et cette nation donc, regroupe finalement une unité culturelle, hein. Il n'y a plus cette diversité. La nation, c'est un champ de coton. Donc un pays, nation, au sens de nation, donc je dirais l'acception actuelle du pays et de la nation, c'est un champ de coton. C'est le démos. Alors, j'ai déjà abordé tous ces concepts dans d'autres vidéos, mais je les redis parce que là, je vais parler du sang qui coule en Europe et dans le monde, donc je prends la peine de les redire pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations de cette vidéo-là, parce que j'aimerais vraiment que le message passe au-delà des perceptions narcissiques des uns et des autres, hein. Il faut toujours se raccrocher à la définition des mots et des concepts que j'utilise, hein. Donc, la nation, c'est un champ de coton. Un champ de coton, c'est quoi? C'est la terre. Le travail de l'homme mis en esclavage cadenassé à cette terre, c'est le démos, le démon, le démos. La démographie, un démographe ne va pas vous dire « il y a 1000 personnes ». Dire « il y a 1000 personnes », je compte, il y a 1000 personnes, ça n'a pas de sens. Un démographe, c'est quelqu'un qui va compter le nombre de personnes sur une unité territoriale. Il va vous dire « ici, à cet endroit-là, sur cette surface territoriale, il y a tant de personnes ». Donc la démographie, le démos, c'est toujours une dialectique entre les hommes qui sont là à travailler et la terre qui est là. La terre toute seule sans l'homme, il n'y a pas de démos, il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de production de richesse sans l'homme. Et donc la terre sans l'homme, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur produite, et l'homme sans la terre, il n'y a pas de valeur produite non plus, hein. La nation, le pays, c'est un champ de coton. Et la baisse tendancielle du taux de profit fait que, en permanence, pour votre survie en tant que chef d'exploitation ou propriétaire de ce champ de coton, ou le capital qui détient donc le fruit, le fonds de commerce de la nation, c'est-à-dire le capital national qui va récolter la valorisation qui elle-même est l'addition de toutes les valorisations de tous les hommes qui travaillent à cet endroit-là. À cause de la baisse tendancielle du taux de profit, le propriétaire du champ de coton, donc le pays, dans ses frontières actuelles, va toujours être tenté, s'il en a les moyens financiers et en armement, d'aller prendre la terre du voisin. Parce qu'il doit toujours produire plus pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit. Donc ça, c'est très important à comprendre. La guerre n'est pas humaine, la guerre est capitaliste. On fait la guerre pour des intérêts matériels, solvables. Même pendant la Première Guerre mondiale, le premier charnier mondial, les Allemands et les Français s'entretuaient à la baïonnette, s'éventraient. Et s'ils ne le faisaient pas, ils étaient décapités. Je rappelle qu'il y avait une guillotine et des pelotons d'exécution pour ceux qui ne sortaient pas des tranchées pour se faire couper en deux par la mitraille ennemie.
Mais dès lors qu'il y avait une petite porte, une petite lucarne qui s'ouvrait, qui leur permettait pendant quelques minutes d'échapper à la contrainte de la hiérarchie qui les obligeait à se massacrer entre eux, et je pense à Noël 14 ou Noël 15, où il y a eu des fraternités entre êtres humains allemands et français, ils se sont mis à jouer au foot, etc. Et je crois qu'il y a même eu des sanctions très graves pour sanctionner la fraternité entre les hommes. Donc on voit bien que la guerre n'est pas une problématique humaine. La guerre est une problématique d'intérêt, de valeur d'échange, de chiffres, de quantum. Bien, donc tout ça pour dire quoi? Pourquoi l'Angleterre, je dirais, aux portes de l'Europe? L'Angleterre, c'est dans l'Europe et en dehors de l'Europe. Disons que c'est dans l'Europe dans le sens où il y a une telle proximité des terres anglaises par rapport au continent qu'on peut considérer qu'il y a des relations et des conflits potentiels de proximité entre le capital britannique et le capital européen. Pourquoi le capital anglo-saxon a fait sa révolution capitaliste à peu près 100 ans avant la Révolution française. Je rappelle que les Anglais ont décapité leur roi qui les protégeait du capital comme ils pouvaient, comme en France, mais ils l'ont exécuté, ils s'en sont débarrassés 100 ans plus tôt. Parce que le capitalisme anglais s'est heurté très rapidement à ses frontières, parce que l'Angleterre c'est petit géographiquement, et que les frontières naturelles de l'Angleterre c'est la mer. Donc si vous voulez compenser la baisse tendancielle du taux de profit, conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles terres, de nouveaux champs de coton pour augmenter votre puissance de frappe commerciale, il faut absolument sortir de l'Angleterre et venir conquérir ou tenter de conquérir des terres continentales européennes. Et c'est bien ce qui s'est passé avec les conquêtes bretonnes. Je rappelle que l'Aquitaine, ici, ce château ici, il y a 2 tours, dont une qui est plus petite parce que le prince noir, donc un prince anglais, avait dévasté toute l'Aquitaine jusqu'à Carcassonne ou même Nîmes. C'était sous contrôle, toute cette région Aquitaine au sens large du sud de la France, ici, c'était sous contrôle anglais pendant très longtemps. Et ensuite, les Français les ont repoussés. Enfin, c'était des tentatives permanentes de l'Angleterre de conquérir le territoire continental de l'Europe pour compenser la baisse du taux de profit. Donc, c'est important de faire ce rappel historique de la longue durée pour comprendre que ce n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des gens qui observent ce qui se passe, je dirais, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est né en 1921, c'est un produit de synthèse des bolcheviks qui eux-mêmes étaient payés par le capital anglo-saxon. Il faut quand même rappeler que c'est la banque anglo-saxonne, c'est la banque américaine qui a financé les soviétiques, qui a maintenu les soviétiques en place. Et même à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le rideau de fer, c'était la symbolique finalement du cœur de ma vidéo, c'est d'expliquer que le but du capital anglais, aujourd'hui depuis toujours, c'est d'empêcher à tout prix l'union de l'Europe et de la Russie, ou de l'Eurasie. Je veux dire, l'Union eurasiatique, c'est l'ennemi prioritaire du capital anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que si vous permettez à la France et l'Allemagne, et au sens large, le cœur de l'Europe, qui a la maîtrise technologique, bon, c'est un petit peu moins vrai maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a des pays émergents maintenant qui accèdent à un très haut niveau de maîtrise technologique, mais si on se réfère encore, je dirais, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la France qui avait la maîtrise technologique la plus aboutie. Et imaginez, et encore aujourd'hui, aujourd'hui si on n'a pas évolué nous en France technologiquement, c'est parce que les anglo-saxons nous ont tout pris après la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils ont tout fait pour nous empêcher de nous développer. Et même quand nous arrivions à nous développer et de sortir des prouesses techniques, des innovations, des brevets, ils nous prenaient tout. Jusqu'au Minitel, je veux dire, la France c'est quand même le Minitel, c'est Internet avant l'heure, et on se retrouve à la ramasse avec Internet qui est entre les mains, je dirais, de la NSA ou du Patagone. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'ils savent exactement tout ce qui se passe dans notre intimité, au niveau même de notre stratégie, au cœur même de nos entreprises. Même les services fiscaux aujourd'hui tournent sous Windows. Est-ce que vous vous rendez compte que les services fiscaux français tournent sous Windows ?
hein, ou même OS X de Macintosh. Je veux dire, toutes les entreprises qui travaillent qui tournent sous Windows ou sous OS X, c'est, je veux dire, tous les mouvements, qu'ils soient industriels, qu'ils soient bancaires, financiers, tous les mouvements aujourd'hui passent par des systèmes d'exploitation américains. Je veux dire, tout passe par le Pentagone. Je veux dire, tout est supervisé par le Pentagone. Hein. Donc, je digresse. Donc, la maîtrise technologique européenne, qui a toujours été à l'avant-garde. Enfin, je vais me faire des ennemis, mais regardez une GS 1250 de chez BMW, qui est pour moi la plus belle, la meilleure moto du monde en termes de fabrication. Chaque pièce est une œuvre d'art. C'est un aboutissement. Je veux dire, on est au sommet de tout. Et regardez des Harley Davidson. C'est pour ça que les Américains sont obligés, pour vendre les Harley, de s'appuyer sur un marketing. Je dirais, culturel, le cuir, les cheveux qui volent au vent, les grandes plaines américaines, on vous vend du rêve, c'est le rêve américain, c'est la route 66, vous voyez, c'est tout ça. Donc ils sont obligés de vous vendre et de valoriser les Davidson avec un rêve culturel pour compenser la faiblesse technologique. Regardez une Harley, c'est des tubes ronds, c'est archaïque, on dirait une production soviétique. Je veux dire, ils ont 100 ans de retard au niveau technologique. Mettez une GS 1250 à côté d'une Harley Davidson. Je comprends qu'on aime les Harley culturellement, mais je parle de la maîtrise technologique. Je veux dire, les Américains, les Anglo-Saxons ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils savent faire, ils l'ont pris au génie européen. Donc, j'insiste, parce que c'est vraiment le cœur du cœur, pour le capital anglo-saxon. L'ennemi mortel du capital anglo-saxon depuis 1000 ans, c'est que l'Europe s'associe aux ressources infinies de l'Eurasie, notamment de la Russie. Nous n'avons aucune raison d'être en guerre ni avec nos cousins germains, ni avec les Slaves des immensités russes. Je veux dire, je me sens vibrer avec l'âme slave, je me sens en fraternité avec la culture germanique. Je veux dire, quand des Allemands font des voitures qui sont prévues pour durer éternellement, ça me parle. Plutôt que des voitures qui sont avec de l'obsolescence programmée pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit, pour que vous soyez à renouveler des voitures tout le temps. Bon, les voitures allemandes aujourd'hui mettent de l'obsolescence, bien sûr, parce qu'il faut renouveler le marché en limitant la durée de vie de ce qui est produit. Mais je veux dire, culturellement, il n'y a pas encore si longtemps, moi j'ai une Mercedes de 93, c'était encore une période où quand on achetait une Mercedes en 93, il y avait encore la culture de l'immortalité du produit fabriqué. Ça, c'est germain. Vous voyez ? Avant d'acheter ce château-là, on a visité un château à Villeneuve-sur-Lot. On y est allé parce qu'il faisait chambre d'hôte, donc on voulait prendre la température et créer un lien avec les propriétaires pour savoir si ça nous plaisait ou pas, si on allait faire une offre ou pas. On y est allé. Bon, d'emblée, on a appris qu'il était déjà sous offre et que ce château n'était plus disponible sur le marché. Mais comme on avait réservé en tant que client de leur chambre d'hôte, on est resté un week-end et on a discuté avec ces gens qui étaient propriétaires. Et elle était alsacienne. Et donc finalement, comme il n'y avait plus d'enjeu de négociation, puisque ce château était déjà sous offre, on s'est mis à parler librement et elle nous a expliqué que... alors que moi, ce qui m'interpellait, c'est qu'après avoir fait tant d'efforts, tant de travaux, et que ce château était vraiment magnifique, avec de très belles dépendances, je veux dire, c'était le paradis terrestre, je me suis dit, mais pourquoi ces gens vendent ? Pourquoi vendez-vous alors que vous êtes au paradis ? C'était ça la question. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit, mais moi je suis alsacienne. Il dit, je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi je vous parle, mais en Alsace, quand on prend sa voiture, quand on s'apprête à prendre sa voiture pour aller chercher du pain et faire des courses, on appelle les quelques voisins qui sont autour pour savoir, bon, je passe à la boulangerie, est-ce qu'il te faut du pain ? Je passe chez le boucher, est-ce qu'il te faut de la viande ? Vous voyez ? Et bon, c'était un petit peu idyllique, hein, c'était un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas si les Alsaciens continuent à fonctionner comme ça, mais même s'ils ne fonctionnent plus comme ça, c'est sous la pression du monde qu'on nous impose aujourd'hui, mais ça reste dans leur gène. C'est-à-dire qu'il y a cette culture de la communauté. Et ça, c'est germain. Ça, c'est germain. Et ça me parle. Hein, ça me parle. Par
contre, la culture anglo-saxonne, de la réussite, du mépris de classe, du schisme protestant par rapport à la culture catholique, de vie en communauté, de partage, de mépris pour l'argent, de mépris pour le matérialisme. Tout ça est invalidé par le schisme protestant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu ce schisme. C'est pour ça que les catholiques, à un moment donné, à la Renaissance, notamment les catholiques qui commençaient à faire fortune, amasser de la fortune en tant que commerçants, devenaient culturellement incompatibles avec la parole du Christ original qui chassait les marchands du temple, qui avait le mépris pour l'argent, l'accumulation, qui ne cessait que de prôner l'amour de l'être aux dépens de l'amour de l'avoir. Donc le monde anglo-saxon, la culture anglo-saxonne, moi j'adhère pas du tout, je me sens pas anglo-saxon culturellement. Hein, cette obsession de la réussite, ce mépris pour ceux qui n'ont pas réussi. J'écoutais encore quelqu'un sur TikTok avec sa Rolls là à Monaco, sortant des grands hôtels avec sa blonde bras dessous, expliquer qu'il fallait se lever à 5h du matin, qu'il fallait travailler tout le temps, etc. Mais enfin bon, je veux dire, si tu t'es levé à 5h du matin, que tu as travaillé pendant des heures, enfin, ne nous prends pas pour des imbéciles, c'est pas en se levant à 5h du matin qu'on réussit. Hein. Mon oncle était ouvrier, il s'est levé à 5h du matin toute sa vie et il n'a pas réussi, enfin pas au sens où vous l'entendez. Hein. Mais pourquoi vous, avec ce discours de mépris de classe, pourquoi vous ne nous dites pas sociologiquement d'où vous venez? Hein, parce que la vraie raison de votre réussite, c'est pas de se lever à 5h du matin. La vraie raison de votre réussite, j'en mets ma main à couper, c'est parce que vous aviez un capital au départ, vous aviez un capital culturel, vous aviez un capital familial, vous avez probablement hérité, pas forcément de milliards. Même quelques milliers d'euros, ça suffit, ça fait la différence par rapport à un fils d'ouvrier qui n'a rien. Hein. Donc le mépris de classe anglo-saxon, ouais, tous ces mensonges de la réussite, mais je suis parti de rien, non, il y a très très peu de gens qui sont partis de rien. Et puis ils en sont où aujourd'hui? J'ai vu un joueur de foot qui retournait sur ses terres de l'enfance dans les quartiers nord de Marseille. Il dit, moi j'ai travaillé comme un chien pour réussir. Mais moi je ne veux pas travailler comme un chien pour ta réussite, pour avoir des Bugatti Veyron. Je ne veux pas passer 50 ans de ma vie à travailler comme un chien pour avoir une Bugatti Veyron, mais il faut être taré. Et le pire, c'est qu'il est sincère. La valeur d'échange, il l'a colonisé dans sa tête au plus profond de sa sincérité. Il parle sincèrement, c'est terrible. Bien, donc tout ça pour dire que les Français, les Européens n'avaient pas la culture anglo-saxonne de la réussite. Aujourd'hui, ils l'ont de plus en plus parce qu'on est colonisé par cette culture. Mais intrinsèquement, nous la vomissons, cette culture. Il suffit de gratter un tout petit peu pour que les gènes repassent surface. La vraie culture, cette vraie émotion dont je parlais par rapport à cette dame alsacienne qui, alors qu'elle vivait dans un château magnifique, avec une qualité de vie magnifique, et qui a tout vendu d'un revers de manche parce que ce qui lui manquait, c'était d'appeler ses voisins pour savoir si elle ne devait pas acheter du pain à la boulangerie pour ses voisins. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même monde. Donc, l'enjeu, il est là. Il y a ceux qui privilégient l'être et il y a ceux qui privilégient l'avoir. Eh bien, moi, mon aspiration, elle m'attire, le magnétisme, moi, je suis attiré magnétiquement par comment dirais-je, par l'Est. L'Ouest atlantiste ne m'intéresse pas. Bien. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Encore une fois, c'est une question d'ambiance et d'abolir tous vos préjugés. Et j'ai fait ce travail liminaire pour vous faire venir dans mon monde conceptuel, pour que ce que je vais dire maintenant puisse s'articuler par rapport aux définitions de mon vocabulaire et qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation dans les commentaires. Bien. Le but... comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, d'abord l'Ukraine, encore une fois, n'existe pas. C'est une création de synthèse et les anglo-saxons, lorsqu'ils ont fait le traité de Versailles, ont redécoupé l'Europe en prenant bien soin de ne pas respecter les différences ethniques. Parce que ça fait des leviers de déstabilisation potentiels à venir. Et la Terre, aujourd'hui, toutes les frontières que vous avez sur le globe terrestre ont été tracées par le capital anglo-saxon. Que ce soit en Europe, l'Ukraine,
ou même au Moyen-Orient, ou même partout dans le monde. C'est le capital anglo-saxon qui a découpé les pays en prenant bien soin de ne pas respecter les différences ethniques historiques. Il y a le concept du peuple historique, et il y a le concept du peuple enfermé dans les barbelés. Mais le capital, lui, les barbelés, il veut les pousser en permanence en fonction de la force de frappe dont il dispose pour empiéter par la force sur le champ de coton du voisin, les barbelés, vous voyez. Mais lorsque, au traité de Versailles, l'Amérique, le capital anglo-saxon, a dépecé l'Europe et a découpé, je le répète, il a pris bien soin de faire un découpage qui potentiellement va générer de la contestation, de la rancœur, de l'incompatibilité sur le terrain. Je rappelle quand même que le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit des Sudètes, c'est-à-dire des enclaves germaniques en Pologne. C'était le nœud. Donc on voit que ces territoires tout petits des Sudètes a mis le feu aux poudres. Comme le Koweït avec l'Irak, qui bouche l'accès de l'Irak à la mer. Ou l'Ukraine, où on sait très bien que tout ce qui est à l'est du Dniepr, c'est russe culturellement, c'est orthodoxe, ça parle russe. D'ailleurs, il y a eu 2 référendums il y a quelques temps, là, dernièrement, là, après le conflit, pendant le conflit, un référendum dans les 2, à Donetsk et Lugansk, où les gens se sont autodéterminés à 99% et ont exprimé leur attachement culturellement à la Russie. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté l'Ukraine au Dniepr? Pourquoi l'Amérique bolchevique, lorsque l'Ukraine était encore un satellite de l'Union soviétique, a fait ce découpage? Ils auraient pu respecter la réalité historique des gens qui vivent là, c'est-à-dire bon voilà, l'Ukraine, c'est tout ce qui est à c'est tout ce qui est à l'ouest du Dniepr. Et s'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas le conflit d'aujourd'hui. Parce que je rappelle que la guerre en Ukraine actuellement, jusqu'au dernier bombardement massif de la Russie ces derniers jours sur l'ouest du Dniepr, tout le conflit là depuis, quasiment exclusivement tout le conflit qu'on a connu depuis 2 ou 3 ans, les bombardements, les souffrances, le sang qui coule, c'était uniquement en territoire russophone à l'est du Dniepr. Il n'y a que maintenant que Poutine est à bout, que ça commence à prendre une ampleur supérieure, et que là nous sommes tous en très très grand danger, parce que l'objectif du capital anglo-saxon, c'était précisément de prendre le pouvoir sur Kiev. Le pouvoir politique de Kiev n'a rien à voir avec les Ukrainiens, ce sont des atlantistes, c'est l'OTAN, c'est le Pentagone. Et leur but, c'était donc de maltraiter, de bombarder, de massacrer, de discriminer les russophones qui se trouvaient dans le Donbass et Lugansk depuis 2014, précisément parce qu'ils savaient que le grand frère protecteur russe allait venir à leur secours et que ce serait le prétexte pour embraser. Et malgré le sang-froid de Poutine depuis toutes ces années pour empêcher le conflit, il a même sacrifié ses propres hommes pour faire un conflit, je dirais, plus ou moins chirurgical pour épargner les populations ukrainiennes qu'il respecte, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et c'est pour ça que ça dure si longtemps. Et là, on voit bien, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que là, on voit bien que Poutine définitivement perd son sang-froid, et que c'est précisément ce que l'OTAN attend. Ils attendent que Poutine mette en mouvement des ripostes qui, de son point de vue, sont légitimes, et il me semble qu'elles sont légitimes à un moment donné. Nous-mêmes, nous n'aurions pas supporté le quart de la moitié de ce qu'il a supporté depuis toutes ces années. Aujourd'hui, il y a des frappes massives sur tout le territoire ukrainien, et là, nous sommes tous en grand danger, nous, Européens, parce que là, l'embrasement, la justification qu'attendent les anglo-saxons pour que l'Europe s'embrase, que l'Europe se détruise pendant la Première Guerre, comme pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Les 2 premières guerres mondiales, c'était pas la guerre entre les Français et les Allemands. C'est la guerre de l'Amérique, des anglo-saxons, contre l'Europe. Il y a 2 manières de faire la guerre à quelqu'un. Soit vous agressez votre ennemi, soit vous créez une stratégie pour que 2 parties de vos ennemis s'entretuent eux-mêmes et s'autodétruisent eux-mêmes. Et bien, c'est bien ce qu'ils font, c'est du billard à 3 bandes, il faut le comprendre, ça. Il n'y a pas de guerre entre tous les journalistes, même les gens qui font les malins sur TikTok, etc., qui se croient plus malins, nous parlent de guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas de guerre en Ukraine, c'est la guerre du capital anglo-saxon contre l'Europe. Et c'est quand même
très facile à voir. Qui souffre de la guerre? Bien sûr, il y a les hommes en Ukraine qui, eux, saignent. Mais ça, c'est une bataille, c'est un champ de bataille. Maintenant, la guerre, c'est à un autre niveau. Le concept de guerre, c'est quel est l'enjeu géostratégique de la grande durée, de la grande altitude qui permet d'avoir une vue globale et sereine et intelligente sur ce qui se passe, c'est de bien voir que le but de l'Amérique depuis 1000 ans, et en particulier au XXe siècle et aujourd'hui, c'est de détruire l'Europe en organisant des conflits internes en Europe. Les Allemands et les Français n'avaient aucune raison de s'entretuer. Et le grand gagnant de tous ces conflits du XXe siècle, c'est le capital anglo-saxon. Il nous a tout pris. Il nous a tout pris. Et aujourd'hui, vous pleurez quand vous vous faites flasher sur la route parce qu'il y a des radars partout, radars fixes, radars mobiles, radars anonymes avec des voitures banalisées, les contrôles fiscaux qui sont même plus des contrôles fiscaux, c'est juste du racket. Moi, j'étais contrôlé fiscalement, j'ai même fait des TikTok parlant de mon contrôle en argument techniquement avec des arguments fiscaux, mais l'inspecteur, il n'a même pas regardé les arguments fiscaux, il s'en fout. Tout ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait de l'argent sur le compte et ils l'ont pris, c'est tout. Et c'est un gendarme qui me l'a expliqué il y a 30 ans, ça. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je suis rentré du boulot, je garais ma voiture devant mon portail, j'étais en bordure de National 3, à la limite de l'Aisne et de la Marne. Je gare ma voiture et là je vois à 5 mètres de mon portail 2 gendarmes qui s'affairent à monter un trépied, un radar sur le bord de la route. Alors bon, je les regarde avec le sourire, je dis rien, je rentre ma voiture, j'ouvre mon portail, etc. Et puis je dis en rigolant, j'ai échappé belle parce qu'à 5 minutes près, peut-être que vous auriez pu me flasher. Bon, puis ils rigolent, on discute, etc. Et puis je dis, mais tant que vous êtes là, parce que mettre des radars, je me suis permis de dire, mais tant que vous êtes là à mettre des radars, c'est bien de flasher les chauffards qui roulent en excès de vitesse dans les villages où il peut y avoir des enfants, des animaux, etc. C'est bien, mais je dis, mais vous savez, il est de notoriété publique dans le village qu'il y a un jeune homme, un adolescent qui a une mobilette et qui casse les pieds de tout le monde dans le village. Ça fait des années que ça dure. L'été, on peut même pas dormir les fenêtres ouvertes parce qu'il y a des bruits de mobilette à 3 h du matin. C'est nuit et jour. Vous le savez qu'il y a quelqu'un qui se comporte de manière non respectueuse dans le village et vous mettez des radars, mais on vous voit pas intervenir sur des choses qui nous affectent, nous, dans notre quotidien, nous, les villageois, les gens qui vivons là. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le gendarme? Il m'a dit, oui, mais bon, on les connaît, mais bon, j'ai pas utilisé le terme qu'il a utilisé, parce qu'il n'est pas très joli, mais enfin, ça voulait dire, en gros, ils sont pas solvables. Vous voyez, c'est ça. Bon, à ce moment-là, j'avais pas compris la portée. Mais maintenant que j'ai de la bouteille, que j'ai 60 ans, que je viens de me faire redresser, j'ai compris. On se fout de savoir si votre contrôle est justifié, même légalement. Parce que même si vous avez une comptabilité frauduleuse, vous ne serez jamais vérifié s'il n'y a rien sur votre compte. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas investir 30 heures, 50 heures d'un inspecteur des impôts. Même s'il y a une liste d'infractions longue comme le bras, ils vous vérifieront jamais parce qu'il n'y a rien à prendre. Vous coulez la boîte et c'est fini. Et vous rebondissez en mettant votre cousin, votre frère, votre femme, et vous repartez, et vous reprenez le fonds de commerce et vous continuez à vivre. Et ils s'assoient sur l'argent, vous comprenez? On n'en est même plus à... Toujours le cœur de la loi, imaginez que c'est par rapport à l'infraction que vous êtes sanctionné, mais non, c'est pas par rapport à l'infraction. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Le caractère infractionnel ne compte même plus. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez de l'argent à prendre ou pas. C'est tout, vous comprenez? Et c'est devenu tellement voyant aujourd'hui qu'il faut vraiment être bête pour pas réaliser ce qui se passe. Et pourquoi on le fait? Parce que cet argent doit remonter au capital qui nous colonise. C'est le capital anglo-saxon. Tout l'argent qui nous est pris de notre travail ou du racket sur la route avec les radars ou les contrôles fiscaux qui sont même plus des contrôles fiscaux, c'est juste des braquages. L'État vous braque. L'État vous braque. Je le dis aux jeunes aujourd'hui. Entendez bien ce que je vous dis. Vous allez vous investir, commencer à bâtir, mais on va tout vous prendre. Parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Tout ça parce qu'il y a des directives du capital anglo-saxon qui nous gouvernent. C'est le maître de la plantation. L'argent remonte par le jeu de la dette au capital anglo-saxon. Et c'est tout. C'est comme ça. Et comme le capital anglo-saxon lui-même, à cause de la baisse tendancielle du taux de profit, s'effondre, eh bien, les leviers de coercition et de raquettes et de braquage qui s'exercent sur les champs de coton va redoubler d'intensité. Tous les jours, vous allez avoir des nouvelles lois, des nouveaux radars plus performants qui vont vous contrôler toujours plus.
Il y a des gens qui se croient plus malins, qui m'ont dit, mais Mimiche, prends un camping-car, va sur les routes. Mais vous avez vu qu'il y a une loi qui vient de sortir sur les camping-cars? Quand vous vivez maintenant, que vous voulez échapper au paiement du foncier, que vous voulez juste être une sorte de nomade sur la route, en renonçant à tout, à toutes les appropriations, que vous voulez juste avoir un matelas, un petit réchaud et un coin douche, et que vous voulez être ici, là, un autre moment là, et avoir juste un petit van aménagé, ou même un petit J7 pourri où il y a un matelas et un point d'eau, vous serez raqué. Même ça, c'est prévu. Vous ne pouvez même plus être nomade sur les routes pour échapper au système, même si vous avez un petit trafic pourri, pour vivre dedans et échapper encore comme on peut aux raquettes institutionnelles. Vous ne pouvez pas. Il y a une taxe qui vient de sortir. Même si vous vivez dans votre camping, dans votre J7, je dis même pas camping-car, dans votre J7, dans votre voiture, il y a de plus en plus de Français qui vivent dans leur bagnole parce qu'ils sont SDF et ils sont salariés. Et bien si on te surprend à incliner ton siège dans ta voiture et dormir en plein hiver par -10 dans ta bagnole, à risquer ta vie et à mourir de faim et de froid, si un policier te surprend à habiter dans ta voiture, tu vas encore être soumis à cette taxe. Et on en est là. On en est là. Donc, beaucoup de digressions, mais tout est arborescent. Ma pensée est arborescente, il faut me pardonner. Je m'étais juré de faire court, mais je suis incapable de faire court, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bien sûr, ce qui se passe en Ukraine me préoccupe, pas seulement parce que j'ai des ascendances ukrainiennes du côté de ma maman, mais comprenez que là, la stratégie anglo-saxonne de détruire l'Europe, de vous tuer, de tuer vos enfants, pas au sens symbolique, hein. Vous n'avez pas connu la guerre parce que nous sommes tous trop jeunes, mais de tuer. Souvenez-vous de ce que nos ancêtres, nos ascendants ont vécu pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Hein. Mais là, ça va être un cataclysme, on va être rayé de la carte, ça va être terrible, parce que là, ils ont provoqué Poutine, ils n'ont cessé depuis 10 ans de provoquer Poutine, et j'aimerais lui rendre hommage pour sa patience. Il a fait tout ce qu'il a pu pour retenir ses coups. Là, il ne retient pas ses coups, et c'est ce qu'attendait le capital anglo-saxon pour rayer de la carte l'Europe, parce que le seul problème de l'Amérique et du capital anglo-saxon, c'est le capital européen. L'Europe associée à l'Asie, c'en est fini du capital anglo-saxon. Et déjà, 1914, si 1914 s'est déclenché, regardez, creusez le sujet, si 1914 s'est déclenché, je dirais, sous l'instrumentalisation du capital anglo-saxon, c'est parce que l'Allemagne se développait, mais à une vitesse incroyable, et qu'elle prenait des parts de marché au capital anglo-saxon. Il y a un petit TikTok très intéressant que j'ai vu, mais je ne saurais pas vous donner les liens pour le retrouver, où on voit les consommations sur une période électrique des plus gros pays du monde. Et de 1800, depuis la création de l'électricité, 1880-90 jusqu'en 1930, je ne sais plus très bien la période, mais, et on voyait l'Allemagne. Et on voyait l'Allemagne, et l'Allemagne était devenue le plus gros consommateur d'électricité pour faire marcher les machines-outils. La consommation électrique d'un pays, ça dit sa puissance. Et quand vous voyez la progression de cette puissance consommée au niveau d'une nation, ça vous dit la progression de la puissance et des parts de marché que vous prenez aux autres capitaux nationaux. Donc c'était vraiment urgent pour le capital anglo-saxon qui avait colonisé pratiquement la terre entière de neutraliser l'Allemagne qui était dans une progression insupportable pour le capital anglo-saxon. Bon, je ne veux pas être trop long, je suis déjà long. Juste cette vidéo en hommage à tous ceux qui souffrent, quel que soit le côté de la frontière, quel que soit le côté de la frontière. Je sors des clivages, hein, sortez des clivages. Ce sont des hommes qui meurent, hein, que ce soit côté russe ou que ce soit côté ukrainien, comme au Moyen-Orient, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, ce sont des hommes qui meurent. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Moi, je veux sauver tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. Et quand je vois tous ces TikTok, votez pour l'un, votez pour l'autre, c'est Poutine le méchant ou c'est l'autre le méchant, mais sortez des clivages. Même Poutine, c'est un odieux capitaliste. Il ne fait que défendre les intérêts de son pays. J'ai juste rendu hommage
à sa capacité à retenir les coups, alors qu'il était sous le feu depuis 10 ans, des provocations énormes. Enfin, il faut être aveugle pour ne pas le voir, des provocations de l'OTAN pour l'obliger, le forcer à réagir, comme ce fut le cas également pour la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres. Saddam Hussein, c'est pareil. Bien sûr qu'il a eu un feu vert pour rentrer au Koweït. Et hop, t'es rentré au Koweït. Vous voyez, toujours la même stratégie. Je te force, je t'incite, soit par la séduction, soit par un feu vert qui est donné, soit par la coercition. Je t'incite à faire quelque chose et ensuite on te le reproche et on s'en sert comme justification pour te rentrer dans l'art et te détruire. Et tout ça en se disant, moi j'y suis pour rien, moi. On est toujours dans une stratégie. Le fauteur de guerre se met toujours dans une position où on ne peut jamais lui reprocher d'être à l'origine de la stratégie qui a déclenché l'embrasement. On s'entend plus ici. Hein. Je suis entouré de chevaux. Voilà. Vous voyez que ce que je dis est juste. Les animaux, ils savent. Ils m'ont entendu parler et ils sont en train de me dire, tu vois, Mimiche, t'as tout compris. Il n'y a pas besoin de parler, écoutez la nature. Vous avez vu? Ils sont tous les trois là, autour de moi. Ils me disent, ce que tu viens de dire, c'est super, Mimiche. Alors j'espère que vous aurez l'intelligence d'un cheval.